Moi, je vais vous parler de prescription hors AMM. Alors, juste pour un peu rappeler d'abord ce que c'est que l'AMM. L'AMM, c'est un acte administratif qui est adressé à une firme pharmaceutique qui va commercialiser un nouveau médicament, par exemple, et qui donc va être titulaire de cette autorisation de mise sur le marché. Dans cet AMM, il y a un certain nombre il y a tout un dossier qui est énorme lorsque l'industriel dépose sa demande d'autorisation. Il y a toutes les études qui ont été compilées et analysées pour argumenter sur la commercialisation. Et puis il y a ce qu'on appelle le résumé des caractéristiques du produit, c'est ce qu'on appelle le RCP, qui va définir de manière synthétique le cadre légal de l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire les indications dans lesquelles le médicament pourra être utilisé. Et les indications, ça va jusqu'à des fois la virgule sur l'intitulé, qui peut être très compliqué, les posologies, les voies d'administration, etc. L'AMM, une fois qu'elle est donnée, elle n'est jamais définitive, elle évolue. Alors, elle évolue avec des données de sécurité lorsqu'il y a des études, notamment observationnelles, ou de pharmacovigilance qui sortent, effectivement. Les tutelles mettent à jour régulièrement ces libellés d'AMM de manière obligatoire. Et puis, elles peuvent également évoluer avec de nouvelles indications. Le problème, c'est que ces nouvelles indications sont le plus souvent demandés par le titulaire de l'AMM, et que donc s'il n'est pas intéressé par cette nouvelle indication, vous n'aurez jamais cette nouvelle indication. Le problème aussi, c'est que les données de la science, et on l'a vu encore plus dans le cas du Covid, évoluent très vite. Il y a des papiers qui sortent tous les jours. Par contre, les évolutions des dossiers d'AMM, ça prend beaucoup plus de temps, parce qu'il y a quand même un certain nombre de filtres à passer au niveau des tutelles, et qu'on a très souvent un décalage entre les données de la science et les autorisations légales pour un médicament. Alors, quelques chiffres pour que vous puissiez vous représenter ce que ça représente. Les prescriptions hors AMM, c'est en moyenne entre 15 et 20% des lignes de prescription qui existent en France ou dans les pays étrangers. Alors ces chiffres, ils sont assez standards, ils sont repris dans plein de publications, et notamment dans les assises du médicament qui ont lieu en 2011 ou à l'Assemblée nationale. Bref, on est assez confiant sur ce chiffre. Et dans la littérature, on retrouve des bornes qui sont de 7,5 à 40%. Alors il faut savoir que ça concerne toutes les disciplines. Certaines disciplines sont beaucoup plus sujettes au hors AMM, puisque la pédiatrie, par définition, est un petit parent pauvre de l'AMM, où 80% des prescriptions se font hors indication, enfin hors, en tout cas, cadre de l'AMM. De même que les prescriptions à l'hôpital sont légèrement, et ça peut se comprendre vis-à-vis du dernier recours, sont supérieures à la pratique de ville. En infectiologie, par exemple, on peut retrouver du hors AMM jusqu'à 43% chez les adultes et jusqu'à 94% en pédiatrie. Vous voyez bien que ça correspond quand même, non pas forcément à quelque chose d'exceptionnel, mais quelque chose qui peut être effectivement très fréquent. Alors, cette AMM, elle engage elle engage un certain nombre de personnes, notamment le laboratoire pharmaceutique qui commercialise la spécialité, qui lui est tenu au strict respect du contenu de l'AMM, donc de son autorisation, dans ce qu'il va faire dans le cadre d'une visite médicale, dans l'information qu'il va donner. Ils ne peuvent pas communiquer sur autre chose que ce qui est écrit dans leur dossier d'AMM. Par contre, cette AMM n'a pas de valeur contraignante pour le prescripteur, qui reste, au moins en France, libre, je vais rentrer dans le détail, libre de sa prescription, ni même pour le pharmacien dispensateur, à moins que la loi lui demande de faire autrement. Il est habilité également à dispenser ses médicaments hors AMM, si bien sûr déjà, il faudrait qu'il soit au courant, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand il est au courant, il peut partager et collaborer avec le prescripteur pour prendre une décision collégiale sur
le fait de faire cette prescription hors AMM. Donc pour le clinicien, cette AMM doit être considérée comme une expression de l'état de l'art qu'ils doivent prendre en compte, mais pas uniquement. Puisque toute la médecine n'est pas résumée aux AMM des médicaments. Le hors AMM, c'est ce qu'on appelle le off-label en anglais, est considéré non conforme à l'AMM, toute différence dans les indications, les caractéristiques des patients qui sont traités, la voie d'administration, les modalités d'administration et également la posologie. Donc, dès l'instant où il y a un item qui ne correspond pas, on dit qu'on est hors AMM. Alors, en pratique, c'est vrai que les posologies, on peut se dire qu'on peut donner un peu plus, un peu moins, mais on reste dans du hors AMM officiellement. En fait, je pense qu'il faut distinguer deux types de hors AMM. Le hors AMM qui se dit justifié, qui serait conforme aux données de la science, alors soit parce qu'une AMM n'a pas été mise à jour au niveau scientifique, soit parce que le médicament n'est pas adapté à une certaine catégorie de population, ce qui est beaucoup le cas en pédiatrie où on n'a pas fait d'essais cliniques chez eux, soit parce que le malade est dans une impasse thérapeutique, on a testé un certain nombre de médicaments et il est en échec, donc on cherche toujours une solution et donc on peut proposer un médicament hors AMM, soit parce qu'il y a une absence de traitement, ça peut être le cas des maladies rares, ça peut être le cas des maladies nouvelles, comme on avait le cas en ce moment pour le Covid. Donc ça, c'est la justifiée par les données de la science. Et après, il y a les non justifiés, où là, ce prescription serait non conforme aux données de la science, d'une part, et où que la propriété pharmacologique du médicament ne soit pas validée dans l'indication dans laquelle on essaye de l'utiliser. Donc il faut bien faire cette différence entre ce qui pourrait être justifié ou pas, et là c'est le rôle du prescripteur et du pharmacien de travailler sur cette justification. Alors les obligations du prescripteur en matière et du pharmacien aussi, c'est que dans la limite fixée par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime le plus appropriées. Alors le pharmacien a son mot à dire à chaque fois pour dire oui, le médecin peut estimer, le pharmacien a le droit d'intervenir et même de refuser la dispensation. Mais en général, si on discute et qu'on a des arguments qu'on partage, je pense qu'on peut être le plus souvent dans un avis commun. Alors quelles sont les limites qui sont prévues par la loi ? Donc la loi décrit ça. En l'absence d'alternatives médicamenteuses appropriées, il y a deux possibilités. Soit la tutelle, et en l'occurrence chez nous l'ANSM, propose une recommandation temporaire d'utilisation. D'accord ? Elle le fait probablement de la même façon, mais de manière plus rapide que si elle autorisait le médicament au niveau d'une AMM, en fonction des données disponibles. Donc elle peut juger effectivement que les données sont pas suffisantes ou contradictoires, et donc décider de mettre en place une RTU ou pas. En pratique, il y a très peu de RTU qui ont été mis en place par la NSM. Et la deuxième solution, c'est si le prescripteur le juge indispensable au regard des données acquises de la science pour améliorer et stabiliser l'état clinique de son patient. Donc il y a malgré tout, donc ça c'est deux possibilités légales, il y a malgré tout plusieurs conditions à satisfaire. La première, c'est d'en informer le patient, et ça c'est très important, il faut que le patient soit au courant. Bon, alors, je pense qu'ici, dans le cadre du Covid, c'est difficile que le patient ne le soit pas, vu que c'est très médiatisé, mais c'est important que le patient soit au courant. Et il est également important de l'inscrire sur l'ordonnance, comme quoi c'est une prescription donc, hors AMM. Mais si on inscrit cela sur l'ordonnance, bien sûr, selon le circuit du médicament qui est utilisé, donc si on est en ville, le médicament ne pourra pas être remboursé et donc le patient pourra être pénalisé. Donc cette mention hors AMM n'est pas fréquemment retrouvée en pratique dans les prescriptions de ville, par exemple. Alors, la vraie question, c'est quoi les données de la science ? Alors, les données de la science, il faut savoir qu'en France, en France, et je pense que pas qu'en France, il n'y a pas de définition officielle de c'est quoi les données de la science, acquises de la science. Alors on peut dire
Les données de la science, c'est les données acquises dans le cadre des AMM des médicaments, c'est des recommandations et avis des autorités sanitaires, des tutelles, la HAS. C'est peut-être aussi les avis des sociétés savantes, des instituts comme ici, mais c'est surtout finalement ce qui est publié. Ce sont les études cliniques publiées. Alors, bien sûr, le mieux, c'est dans une revue à comité de lecture. La question, c'est quelle revue? On sait que certaines sont mieux cotées que d'autres, etc. Donc, quelle revue, quel nombre d'études sont suffisants? Ça, ce n'est absolument pas défini. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le clinicien doit se baser sur de la science et sur des données publiées pour prendre sa décision. Et donc, la pertinence qu'il va juger de ces publications, c'est lui-même qui va juger de la pertinence de ces publications. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à chacun d'entre vous à analyser les articles, à comprendre les biais qui ont été présentés tout à l'heure par Philippe, pour savoir si cette étude, on la prend en considération ou pas. Donc les dispositions actuelles de la loi ne répondent pas en fait aux besoins des prescripteurs en matière de hors-AMM, ça reste un peu bancal. Il y a très peu de recommandations temporaires d'utilisation qui ont été faites. Elles nécessitent un suivi très lourd. Si on mentionne que c'est hors AMM, effectivement, le patient pourra être pénalisé puisqu'il ne sera pas remboursé par l'assurance maladie. On a malgré tout ce devoir d'information du patient qui est nécessaire, absolument nécessaire. C'est la confiance qu'il y a entre le praticien et son patient, mais qui est jugé d'application difficile au quotidien tous les jours. Donc en pratique, le médecin peut prescrire hors AMM sans trop de contraintes. Le pharmacien, lui, va dispenser le médicament. Alors, lorsqu'on est dans une situation comme ici, effectivement, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas eu d'échange médico-pharmaceutique, mais en ville, en pratique, le pharmacien ne dispose pas de l'indication sur l'ordonnance et donc il ne sait pas. Alors, il pourrait le savoir s'il cherche un peu, en interrogeant son patient, mais il ne sait pas si la prescription est hors AMM ou pas, puisque l'indication n'est pas mentionnée, en tout cas pour le volet indication. Et l'industriel, lui, quand on prescrit hors AMM, il va finalement vendre plus de médicaments au même prix. Et cette pratique peut lui éviter de demander une extension d'AMM, dont je vous parlais au début. Malgré tout, la loi lui demande à cet industriel, à ce titulaire de l'AMM, d'informer la ANSM des utilisations hors AMM qu'il peut constater au niveau des volumes de commandes, par exemple, et donc de proposer au niveau de la ANSM des solutions pour censées faire cesser cette hors AMM, bien sûr dans la condition où elle ne serait pas justifiée, parce que si elle est justifiée scientifiquement, c'est plus compliqué. Le patient, lui, en général, il fait confiance à son médecin, à son pharmacien, et souhaite qu'on lui prescrive le meilleur traitement. Qu'il soit conforme ou pas à l'AMM, ce n'est pas une problématique du patient. Les problèmes, c'est le non-remboursement par l'assurance maladie des prescriptions hors AMM. Et l'assurance maladie ne fait pas de différence entre une prescription justifiée et une prescription non justifiée. Bon, en pratique, comme je vous ai dit, les indications ne sont pas toutes écrites sur les ordonnances et la mention hors AMM n'est pas très écrite non plus, ce qui fait qu'en pratique, tout est remboursé par l'assurance maladie. L'industrie pharmaceutique, je vous le rappelle, a donc une obligation d'informer la ANSM des surconsommations et elle se doit également, dans ces conditions, d'évaluer et de suivre l'efficacité, de prendre des mesures et de suivre l'efficacité de ces mesures vis-à-vis de la prescription hors AMM. Donc en conclusion, l'utilisation hors AMM peut être expérimentale, elle peut être standard, elle peut même être la pointe de la technologie, mais elle peut être aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, une erreur médicale. Donc c'est une pratique qui est omniprésente dans la pratique médicale, vous avez vu les chiffres. Il y a de nombreuses utilisations hors AMM qui sont recommandées dans plein dans des recommandations de sociétés savantes. Donc tout ne repose pas sur des indications d'AMM. Toute la médecine ne repose pas sur ces indications-là, loin de là. L'utilisation hors AMM est associée à la liberté d'évaluation et de décision du prescripteur
et du pharmacien dispensateur. Et elle n'est ni illégale, ni nécessairement incorrecte, mais bien sûr elle peut l'être. Donc dans les perspectives qu'il faudrait réfléchir, je pense que la connaissance de la façon dont les médicaments sont prescrits malgré tout est nécessaire pour mettre en place des mesures visant à améliorer les habitudes de prescription et de délivrance des médicaments en se basant sur les données acquises de la science en fait, pour garantir l'innocuité, l'efficacité et l'efficience de ces médicaments. Il faudrait à terme se donner les moyens d'identifier ces prescriptions, de différencier les prescriptions justifiées de celles qui ne le sont pas et permettre le remboursement du ORAMM justifié par l'assurance maladie. Et puis, je voulais finir par la petite dernière phrase. Je suis très content de la relation pharmacien-médecin que j'ai pu trouver à l'IHU. Mais je pense que cette relation est indispensable pour sécuriser les prescriptions médicamenteuses au quotidien et qu'il y a un rôle à jouer pour les pharmaciens cliniciens. Et là, nous pouvons bien sûr vous aider et ce qui est le cas, c'est ce que nous faisons, mais vous aider à un peu mieux sécuriser les prescriptions lorsqu'il y a des choses qui, au quotidien, peuvent passer à la trappe. Voilà. Merci.